Imagine, demain matin, tu ouvres les yeux, tu attrapes ton téléphone et l'écran reste figé. Aucune notification, aucune barre de réseau, aucun message. Juste une phrase minuscule qui, tout à coup, pèse des tonnes. Connexion impossible. Tu redémarres. Tu attends. Ah, rien. Tu jettes un œil à la box. Un silence sourd, sans diode rassurante. Tu lèves la tête. Dans l'immeuble, on n'entend des pas pressés, des portes qui s'ouvrent, des voisins qui sortent sur le palier. La même question sur toutes les lèvres. Chez vous aussi? Au début, on se rassure. Ce n'est qu'une panne locale, un câble arraché, un opérateur en retard. On se dit que ça va revenir. Dans les rues, pourtant, les regards se croisent. La même gestuelle se répète. Des téléphones brandis vers le ciel, comme si le réseau pouvait tomber du nuage le plus proche. Les premiers commerces affichent « espèces » uniquement. Les cartes ne passent plus, les fils s'allongent. Dans certains cafés, les serveurs sourient nerveusement. « Désolé, pas de Wi-Fi aujourd'hui ». Et quand les gens demandent « Jusqu'à quand ?», personne n'a de réponse. Pas encore. L'information se désagrège en quelques heures. Les sites d'actualité ne chargent plus, les applications refusent d'ouvrir, les notifications s'éteignent comme des lucioles sous la pluie. On se tourne vers les radios FM, ces survivantes oubliées, et dans un souffle grésillant, une phrase tombe. Panne mondiale. Internet est indisponible. Nous n'avons pas d'estimation de retour. Le silence qui suit n'est pas un silence, c'est un vertige. Comment un monde bâti sur l'instant peut-il survivre sans l'instant? Et si ce n'était pas une panne, mais un basculement? Les premières 24 heures ressemblent à une respiration retenue. Un magasin sur deux ne sait plus encaisser, les distributeurs de billets affichent des messages d'erreur, les transports peinent, sans système de réservation des trains restent vides pendant que d'autres débordent, les feux de signalisation, eux, continuent, pour l'instant, mais les centres de contrôle ne s'échangent plus d'informations. Les aéroports ralentissent, les vols se décalent, puis s'arrêtent. Le ciel se vide. Sur Terre, la rumeur enfle. On dit que c'est une attaque, puis quelques rues plus loin, on dit que c'est le soleil. Qui croire quand plus rien ne circule? Au défaut d'un fil d'actualité, on tend l'oreille. La voix humaine redevient le réseau. Au deuxième jour, la toile invisible qui tenait tout se met à craquer. Dans les hôpitaux, on ressort les dossiers papier, on note à la main ce qui manquait à l'écran. Des pharmaciens comptent leur stock au crayon, des médecins recollent les morceaux d'une chaîne du froid fragilisée. Les supermarchés ouvrent, mais sans logistique fine, sans commandes anticipées. Les rayons se vident d'abord de ce qui rassure, pâtes, conserves, bougies, puis de tout le reste. La ville découvre le prix de la prévoyance et le coût de la dépendance. On pensait que la technologie était une couche légère, une commodité au-dessus du réel. Elle était un squelette. La finance se grippe, plus de virements, plus de paye automatique, plus de preuves en un clic. Les entreprises écrivent des reçus, promettent de régulariser plus tard. Les marchés financiers, quelque part, existent encore, mais inaccessibles, ils ne sont plus que des nombres coupés de leur bouche d'aération. Alors on invente des solutions temporaires, des carnets de dettes, des bons signés, des accords de voisinage. L'économie devient une conversation. La semaine s'avance et tout le monde doit choisir, subir ou s'organiser. Dans les halls d'immeubles, des panneaux d'affichage improvisés apparaissent. On y lit des messages à la craie. Recherche infirmier pour personnes âgées. Échange légumes contre piles. Réunion d'immeuble ce soir 19h. Les mairies impriment des bulletins, des plans, des consignes. Les écoles rouvrent des tableaux et des livres. Les professeurs redécouvrent l'encre, les élèves redécouvrent le regard de l'autre. On entend des rires dans les cours de récréation. On entend surtout la manière qu'a le monde de continuer malgré tout. Mais tout n'est pas simple. Là où l'Internet assurait les coulisses, les pannes réelles commencent. Des systèmes industriels, jadis surveillés à distance, doivent se gérer sur place. On rallume des salles de contrôle, on dépêche des techniciens sur des kilomètres, l'eau coule toujours, mais on la mesure moins finement, l'électricité brille encore, mais la marge d'erreur se resserre. On découvre que la précision numérique avait installé une confiance presque magique. Sans elle, la routine redevient un art fragile. Des quartiers plongent dans le noir, quelques heures, parfois plus. La nuit, les étoiles reprennent une part du ciel. Est-ce beau ou inquiétant? Les deux. Dans ce monde soudain ralenti,
La peur et la solidarité se livrent un duel discret. Des mains s'ouvrent, des portes aussi. Des repas s'improvisent dans les cages d'escalier, des bibliothèques deviennent des places publiques. Mais la fatigue n'est jamais loin. Sans le confort d'un gouton, la vie demande davantage de gestes. Les plus précaires payent d'abord, comme toujours. Et pourtant, dans cette fatigue, une lucidité revient. On se souvient du nom de sa rue, du visage de son facteur, du prénom du voisin du troisième qu'on croise depuis 5 ans sans jamais lui parler. Au défaut d'un fil d'actualité, on tend l'oreille. La voix humaine redevient le réseau. On cherche la cause, bien sûr. On cherche un coupable. Un récit qui rassure, même s'il ne sauve rien. Une tempête solaire, peut-être, un souffle invisible qui a saturé le ciel d'électricité, ou un enchaînement d'erreurs, un protocole fragilisé, trop de centralisation, pas assez de garde-fous. Certains murmurent un sabotage global. D'autres évoquent l'usure d'un système à bout de souffle. Mais en vérité, la question qui hante n'est pas seulement « pourquoi ?», c'est « et si ça durait ?» Que devient un monde qui ne peut plus rafraîchir sa page? Alors on bâtit des filets, des réseaux maillés à l'échelle d'un quartier, des antennes bricolées sur des toits, des liaisons point à point qu'on allume quelques heures par jour pour synchroniser des messages essentiels. On devine des silhouettes sur les terrasses, des jeunes, des anciens, des radioamateurs, qui connectent des blocs entiers avec du matériel qu'on croyait relégué au musée. Des intranets de quartier apparaissent, quelques pages basiques, des horaires, des annonces, une liste de médicaments disponibles. On comprend que même sans océan, il reste possible de creuser des puits. Dans les ports, des conteneurs s'empilent. Sans ordres électroniques, la chorégraphie gigantesque du commerce mondial se fige. On renoue avec le papier, le téléphone filaire, les tampons encreurs. Les marchandises vitales avancent lentement, comme des bateaux remontant un fleuve à contre-courant. Les frontières se matérialisent à nouveau. Sans flux numérique, le monde rétrécit. Les villes côtières prennent de l'importance, les territoires agricoles aussi. Le centre de gravité se déplace du virtuel vers la géographie brute. La culture, elle, réagit comme une forêt après l'incendie. Dans le silence des plateformes, on réapprend à raconter. Des guitares sortent des clabots, on récite des poèmes qu'on croyait perdus, on raconte les nouvelles du quartier en fin d'après-midi, sous un porche, comme on lisait autrefois un journal du soir. On se surprend à avoir de la mémoire, à garder en tête un rendez-vous, une adresse, un numéro qu'on n'a plus dans le répertoire. Ce n'est pas la nostalgie qui nous gagne, c'est la redécouverte de nos propres capacités. Et pourtant, quand vient la nuit, la question revient. Obstiné. Reviendra-t-il ? Peut-être que oui. Des équipes unissent leurs efforts pour reconstruire, repenser, repartir autrement. On parle d'architecture décentralisée, de multiples filets, plutôt qu'un seul, de systèmes sobres capables d'encaisser les secousses du monde. On imagine un Internet moins addictif, moins invisible, plus présent à l'endroit même où on vit. Mais une autre voix s'élève. Faut-il vraiment tout rebâtir à l'identique? Si le réseau renaît, quelle promesse lui demander? Qu'il nous reconnecte ou qu'il nous réconcilie? Entre-temps, la vie continue. Des marchés s'installent sur les places, les écoles écrivent des devoirs sur des feuilles au bord un peu frottées, des artisans retrouvent la cadence manuelle du travail bien fait, des médecins forment des binômes avec des étudiants qui traversent la ville à vélo, des sacs de dossiers sous le bras, des bibliothécaires deviennent les gardiens d'un savoir à nouveau précieux, des familles prennent le temps d'une promenade, d'un repas, d'une histoire racontée sans écran entre les deux. On s'énerve encore, on s'inquiète toujours, mais on supporte mieux parce qu'on n'est plus seul à supporter. Et puis, un jour, sur une table en bois, quelqu'un branche un vieux modem à une alimentation de fortune. Personne ne respire. Une diode se met à bioquer. S'arrête. Reprend. Un son ténu, presque comique, traverse la pièce. Est-ce le signe que quelque chose, quelque part, a survécu? Est-ce une illusion? On se regarde. On sourit, sans oser. On n'annonce rien. On n'appuie pas encore sur actualiser. Dans ce battement suspendu, on mesure tout le chemin parcouru et tout ce qu'on ne refuse pas de perdre à nouveau. Car au fond, qu'avons-nous découvert? Que l'Internet n'était pas seulement un outil, mais un milieu. Qu'en disparaissant, il a révélé la trame visible de nos vies, les gestes, les visages, les distances réelles. Nous avons compris notre fragilité et notre puissance.
Nous avons compris que la connexion la plus fiable tient parfois dans une poignée de main, une voix, un cahier. Si l'Internet revenait demain, il faudrait lui poser des conditions. Qu'il nous serve sans nous avaler, qu'il relie sans nous isoler, qu'il éclaire sans nous éblouir, qu'il accepte d'être plusieurs, fragmentés, résilients, plutôt qu'un seul géant fragile, qu'il soit un archipel où l'on peut accoster, puis repartir vers la rive humaine sans craindre d'y perdre la mémoire. Et si l'Internet ne revenait pas, alors il resterait ce que nous avons rallumé, la tension, la débrouille, la lenteur parfois, la fraternité souvent. Il resterait ces panneaux d'affichage griffonnés à la craie, ces bulletins municipaux glissés sous les portes, ces radios qui grésillent et ces intranets de quartier qui tiennent sur 3 pages.